Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Cherifla Télévision. Une délégation de la coordination des associations des chefs des villages du cercle de Ségou s'est rendue à Bamako, plus précisément chez les guides spirituels des Ansar à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara à Bankoni Djankineboukou. Ils sont venus d'une part pour féliciter le guide pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali et d'autre part pour évoquer l'organisation du Mawlud de Nabawi. C'était le mercredi dernier 24 avril 2019. C'est un reportage de Loutou Sidibé signé un commentaire de Fatoumata Kane. Cette visite des chefs des villages du cercle de Ségou fait suite à l'élection de leur frère Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara à la tête du Haut Conseil islamique du Mali d'une part et l'organisation du Mawlud Nabawi dans la cité des Balanzans d'autre part. Nous sommes venus parce que lors de la rencontre des chefs de villages et quartiers de la région de Ségou, nous avons été informés, même si nous avions appris la nouvelle par voie de presse, mais le coordinateur nous a informés de la mise en place du nouveau bureau du Haut Conseil islamique, dont Mme Cherif Haïdara a été élue à l'unanimité présidente du bureau du Haut Conseil islamique cette année. Natif de la région de Ségou, le président du Haut Conseil islamique du Mali s'est dit très fier de recevoir ses parents et partager ce moment solennel en toute convivialité. La coordination des associations des chefs de village du cercle de Ségou compte au total plus de 2500 chefs de village à travers le cercle. Outre les représentants du Conseil régional de Ségou, étaient présents 5 chefs de village du cercle de Ségou, à savoir Ségou Mission, Dambelela, Banankoroni et Pelengana. La Fédération Ansardine Internationale FADI initie une formation sur le sécurisme à l'endroit de ses responsables. 3 jours durant, la cinquantaine de participants sera mieux outillée sur les techniques de premiers soins à prodiguer. Écoutons ces impressions recueillies par notre équipe de reportage Al-Hamidou Badini et Baba Keita. La formation s'intitule une formation en premier secours. Vous savez, dans ces pays, les services de secours sont un peu limités. Donc si nous parvenons à former beaucoup de personnes et que ces gens-là seront capables d'apporter leur aide en termes de prise en charge des victimes, je crois que ça sera un plus et ça va beaucoup aider les services de secours d'urgence. Vu l'importance de la vie humaine, donc nous avons initié cette formation pour que vraiment beaucoup de gens puissent être sauvés après certains accidents, parce que, comme vous le savez bien, il y a beaucoup de décès parce qu'il n'y a pas de sauveurs. Sinon, s'il y a des gens qui sont bien formés, ils peuvent sauver des vies humaines avant d'arriver à l'hôpital. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la prise de précaution par la Fédération Ansardine Internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, durant toute l'année, les rassemblements se font ici. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'organiser une cérémonie, ou bien en tout cas tout le temps il y a des gens entre nos murs ici. Donc ceci étant, donc il est bon qu'on s'entoure vraiment du maximum vraiment de précautions possibles pour être à l'abri en tout cas d'éventuels incidents. Voilà, donc ceci étant, la formation en question, c'est la formation en sécurisme. C'est une formation de 3 jours à l'intention de tous les démembrements de la FADI, c'est-à-dire à commencer par le secrétariat exécutif, le bureau national, la section de Bamako, toutes les commissions, toutes les commissions se trouvant au sein de la FADI et même niveau national et niveau de la section sont tous présents ici aujourd'hui. La prolifération et l'utilisation des armes légères sont désormais un phénomène dans la capitale ainsi que dans les régions, notamment le centre de notre pays. Un fléau qui alimente la violence et entrave la sécurité humaine et le développement du pays. Quelle solution pour freiner ces fléaux? Élément de réponse dans ce reportage de Kafne Batili et Sama Traoré.
L'avis des uns et des autres diverge sur la problématique de prolifération des armes légères dans la capitale ainsi que dans les régions du Mali, notamment dans les centres. Pour d'autres, ce phénomène est dû au chômage des jeunes qui se sentent marginalisés. D'autres pointent un doigt accusateur sur les parents qui ont failli à leur devoir d'éducation. Au vu des récentes violences qui ont lieu, surtout dans la partie nord de notre pays, on peut dire que la prolifération des armes légères impacte trop sur cette population qui non seulement a besoin de la surveillance des dirigeants, mais aussi qui a besoin encore de plus d'informations sur l'utilisation de ces armes et aussi la manière dont ils s'octroient ces armes doivent être tout à fait contrôlées par l'État. Donc surtout l'implication de la jeunesse, ça passe aussi par la participation massive de cette jeunesse-là qui doit s'éveiller, prendre conscience surtout des effets négatifs que ça peut apporter dans cette communauté. Aujourd'hui, on assiste actuellement à de sérieux problèmes concernant surtout les jeunes qui portent actuellement des armes à tort et à travers dans ce pays. C'était pas comme avant. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils abusent. Et comment dirais-je, soit on les voit avec les machettes, soit avec les fusils. Bon, au cours même des querelles, souvent on voit que des jeunes s'entretuent. Bon, tout ça, je pense que c'est dû à un événement qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Vous savez, la prolifération des armes légères, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que maintenant, moi je peux dire que maintenant il n'y a pas d'éducation. Tout cela dépend les parents ont fui à l'éducation des enfants. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc ils font ce qu'ils veulent. Donc tu vois, donc ce qui s'accentue le banditisme et puis ils prennent des armes comme ils veulent. Il faut que les parents prennent les responsabilités afin que cette prolifération puisse diminuer. L'impact aussi, bon, ça entrave le développement de tout un pays. Vous voyez maintenant, au Mali, il y a tellement de jeunes délinquants. Vous voyez, la prolifération, il faut que les autorités aussi s'assument. Hein, si les parents prennent les responsabilités et puis les autorités aussi, j'espère aussi que ça va diminuer. La prolifération des armes légères d'abord est un problème vraiment inhérent à la crise sécuritaire que nous vivons à l'heure actuelle. Alors c'est aussi un phénomène mondial, mais son impact c'est que dans notre société, la société est complètement détruite par ce phénomène. Pour combattre ces fléaux, les citoyens proposent des solutions. Je pense qu'on ne doit pas tout laisser à l'État. La solution, c'est à la jeunesse surtout, mais aussi même aux vieilles personnes, surtout les sages, de contribuer à la lutte contre cette violence. Donc surtout en formant les jeunes, en faisant des formations, en conscientisant davantage les jeunes. Tu vois, surtout parce que ces jeunes se sentent marginalisés par le fait du chômage surtout. Voilà, des diplômés qui n'ont pas de travail, donc d'autres qui les proposent des armes et les payent. Donc de ce fait, je pense que ça passe surtout par une implication non seulement du gouvernement, mais aussi de toute la population. J'exhorte seulement cette jeunesse de prendre conscience, car le Mali de demain c'est nous. Et c'est à nous de voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène qui devient de plus en plus fréquent chez nous. Ouais. On essaye de sensibiliser la jeunesse dans de bons sens, quoi. Chercher une solution d'ensemble aux parents, aux chefs religieux, aux dirigeants de ce pays, aux chefs de village, aux chefs de quartier, de côtoyer, vraiment de s'entendre, quoi, pour que les choses aillent bien dans ce pays. Tout le monde s'investit, vous et nous. Vous pouvez faire beaucoup d'émissions sur les radios et puis sur la télévision. Il faut que les enfants aussi prennent conscience de leur avenir. Parce que vous savez, le pays est menacé, le pays est en guerre.
Donc s'il faut aussi que les armes circulent, donc vraiment il faut que les autorités s'investissent beaucoup, quoi. La mission régalienne de l'État, c'est sécuriser, et sous-voler, sensibiliser. Il faut que tout le monde s'investisse, aussi bien l'État, aussi bien que les médias. Pour les intervenants, chacun doit jouer pleinement sa partition pour éradiquer cette pratique à jamais. Tout à fait, Kafne Bachili. Lors de la cérémonie d'ouverture du Belt and Road Forum Xi Jinping, le président chinois a répondu aux critiques visant les nouvelles routes de la soie. L'Europe paraît divisée sur le sujet alors que la guerre commerciale fait rage entre les États-Unis et la Chine. Voyons ces commentaires d'Al-Hamidou Badini. Des projets verts financièrement viables et inattaquables sur le plan de la corruption, le président chinois Xi Jinping a tenté le 26 avril de répondre aux critiques de son initiative des nouvelles routes de la soie, accusée par certains d'être un piège de la dette pour les pays pauvres. Face à Vladimir Poutine et une quarantaine de dirigeants mondiaux réunis en sommet à Pékin, le président chinois, confronté à une guerre commerciale avec les États-Unis, a fustigé le protectionnisme. Il n'y avait dans la salle aucun représentant américain. L'objectif du projet est de renforcer les liens entre le géant asiatique et ses principaux partenaires commerciaux, dont il a besoin tant pour assurer son approvisionnement et des débouchés. Mais les critiques lui reprochent de favoriser avant tout les entreprises chinoises et de constituer un piège de la dette pour les nations bénéficiaires des prêts accordés par des banques chinoises. Cas d'école, le Sri Lanka, qui est incapable d'honorer ses remboursements, a déjà dû céder à Pékin le contrôle d'import en eau profonde pour 99 ans. En réponse, le président chinois a plaidé en faveur des projets qui soient viables budgétairement pour les pays participants. Tout doit être fait de manière transparente et nous devons avoir une tolérance zéro pour la corruption, a-t-il ajouté dans un discours d'une trentaine de minutes. Selon lui, la Chine va également promouvoir le développement vert alors que certains projets des routes de la soie, notamment des barrages ou des centrales à charbon, sont parfois accusés d'entraîner des dégâts environnementaux. Dès le 25 avril, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, s'était félicitée à Pékin que la Chine s'attaque désormais aux questions d'écologie et d'endettement soulevées par son initiative. Depuis le lancement du programme en 2013, la Chine a investi au total 80 milliards d'euros dans divers projets et ses banques ont prêté entre 175 et 265 milliards selon Pékin. Nous restons dans le même registre de l'actualité internationale. Un commentaire signé Moussa Fomba. Le président Alpha Condé, en visite officielle à Abidjan, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Il y a un débat en Guinée. Moi, j'observe, ce qui est évident, c'est que le peuple guinéen est un peuple souverain, qu'on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer s'il le souhaite, a-t-il répondu à la presse qu'il a interrogé sur le sujet. Il a aussi fait valoir qu'il n'a de compte à rendre qu'au peuple de Guinée et éventuellement au peuple africain, mais pas à l'extérieur. Je fais ce qui sera la volonté du peuple de Guinée. Pour le moment, je laisse le débat se dérouler dans le pays, a-t-il ajouté. Le président ivoirien Alassane Ouattara, 77 ans, dont le deuxième mandat se termine également en 2020, entretient lui aussi le mystère quant à une éventuelle candidature. Il estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. Plus d'un mois après l'élection d'Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, après la démission de Guillaume Soro, le bureau de l'institution n'est toujours pas composé. Un blocage qui exaspère l'opposition et freine certaines réformes gouvernementales. À l'origine du blocage, le nombre de postes à occuper par chaque groupe parlementaire. De fait, les responsables des 3 groupes parlementaires de l'opposition, PDCI, Vox Populi et le rassemblement composé des députés pro-Soro soupçonnent Soumaoro de chercher à gagner du temps dans l'intention d'imposer un bureau de son choix. Une accusation rejetée d'un revers de la main par l'entourage du concerné, peu bavard depuis son élection. Le président de l'Assemblée nationale pose les actes dans le respect strict des textes. Il est soucieux du consensus, n'en déplaise à ceux qui voient le mal partout, a affirmé l'un de ses proches. La Libye demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une équipe d'inspecteurs pour enquêter sur les violences contre des civils dans la capitale Tripoli, selon une lettre publiée jeudi.
Selon le gouvernement d'union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale et soutenu par l'ONU, les forces de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar ont tué des civils, détruit des propriétés, recruter des enfants soldats et utiliser de l'artillerie lourde. La lettre de l'ambassadeur libyen à l'ONU demandant au Conseil de sécurité d'envoyer des enquêteurs date du 18 avril. Le Conseil, divisé autour de la question libyenne, n'a pas réussi à adopter la résolution proposée par le Royaume-Uni et demandant un cessez-le-feu. La Russie s'est opposée à ce texte qui critique spécifiquement le maréchal Khalifa Haftar alors que les États-Unis ont demandé plus de temps pour étudier la situation. En Algérie, c'est un 10e vendredi de manifestation qui se prépare pour les Algériens. Cette semaine, pas de bouleversement politique, mais plusieurs hommes d'affaires ont été arrêtés, alors que les manifestants dans tout le pays ont demandé au cours des dernières semaines le départ de la mafia. Mais ces arrestations suffiront-elles à calmer la contestation? Cette question mérite d'être posée, alors que les frères Kouninef, Issa Derebrab, Chakib Kelil, un ancien ministre de l'énergie. Ce sont des hommes puissants qui ont été visés par la justice cette semaine. Parallèlement, dans un message, Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, a répété que la justice s'emparerait des affaires de corruption. Pourtant, les annonces ne semblent pas calmer les esprits. D'abord parce que de nombreux manifestants ne croient pas en la sincérité de cette opération main propre. Le chef d'État russe a salué une discussion constructive avec son homologue nord-coréen qu'il rencontrait pour la première fois à Vladivostok. Il a souligné l'importance du droit international dans la résolution de la crise de la péninsule coréenne. Le président russe a rappelé sa position sur cette question, à savoir qu'il était favorable comme les États-Unis à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Il a fait savoir que Kim Jong-un lui-même s'était dit favorable à la dénucléarisation, ajoutant toutefois que la Corée du Nord a besoin de garanties sur sa sécurité et sa souveraineté. Lors d'un précédent sommet entre Pyongyang et Washington à Hanoï en février, Donald Trump avait déjà expliqué que Kim Jong-un s'était dit prêt à procéder à une dénucléarisation. Mais le sommet s'était finalement conclu sans accord, le dirigeant américain invoquant les conditions demandées par son interlocuteur. À se dire, la position des États-Unis était très claire. Nous ne pouvions pas renoncer à toutes les sanctions. S'exprimant à l'ouverture de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale ce 24 avril, plusieurs hauts responsables russes ont regretté que l'OTAN persiste à présenter la Russie comme une menace pour l'Occident. L'OTAN essaie de présenter la Russie comme une menace majeure pour l'Occident, alors que cette manière de voir est tout à fait infondée, a ainsi déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu à l'ouverture de la conférence ce 24 avril. Le désir de présenter la Russie comme une menace majeure pour l'Occident domine la politique de l'Alliance de l'Atlantique Nord qui s'appuie sur le principe « je l'ai imaginé et j'y ai cru », c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes inventé la menace russe et cette menace leur fait peur, a souligné un membre du gouvernement russe. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chérifla Télévision. Bonsoir.